Bonjour à tous. Bienvenue aux personnes qui se sont connectées depuis quelques instants. Il est 11h05. Je vous propose que nous commencions ce webinaire sur cette thématique de la transformation à impact positif, les incontournables dans le cadre d'une transformation de vos écosystèmes de travail. Avant de vous présenter les différentes personnes qui vont prendre la parole dans ce webinaire, quelques éléments, quelques précisions, on va dire. Ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'une diffusion sur nos différents canaux de communication. Vous avez également dans les modules Zoom en bas deux modules intéressants pour ce webinaire. Un premier module de questions-réponses. N'hésitez pas à y inscrire vos questions. Nous les noterons au fur et à mesure et nous vous proposons d'avoir une session questions-réponses à la fin de la présentation et un module discussion que certains ont commencé à utiliser, où vous pouvez également nous laisser des commentaires. Pour ce qui est des intervenants, donc nous sommes ravis chez Harpastrans d'accueillir Bernard Tolek et Gabriel Lockwood de Positive Transformation, qui sont tous les deux coachs et experts en appreciative inquiry et qui vont prendre la parole avec Chloé Vernada, qui est chef de projet chez Harpastrans, plus spécialisée dans tout ce qui est accompagnement au changement dans le cadre d'aménagement et de design des espaces de travail. Et je suis Julie Vinet, je suis directrice du pôle aménagement et design d'espace de travail. Alors, pour ne pas prendre trop de temps sur le cœur du sujet, je vais rapidement représenter Harpastrans pour les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, Harpastrans, c'est un cabinet de conseil avec pour vocation d'accompagner les transformations de l'immobilier, en passant par différentes réflexions que peuvent être penser l'espace bâti et non bâti comme actif de la performance globale des villes, des organisations et des utilisateurs, faire évoluer l'immobilier face aux transformations sociétales, environnementales et économiques, imbriquer des solutions à l'échelle des territoires, des bâtiments et des hommes, œuvrer pour des projets performants, responsables, résilients et innovants, et accompagner le développement de stratégies avec une vision d'impact positif. Avec pour tout ça, l'usage et le sens au cœur de nos réponses. Aujourd'hui, Harpastrans, c'est plus de 90 collaborateurs au service de cette mission. Pour ce faire, nous travaillons autour de 4 grands métiers, de 4 fondamentaux que sont le conseil et l'innovation, pour élaborer des stratégies et des politiques immobilières et programmer un immobilier intégrant la performance d'usage et traduisant les nouveaux modes de vie et de collaboration. Un métier autour de tout ce qui va concerner l'immobilier responsable pour développer des stratégies et des projets économes en ressources, faiblement émetteurs en carbone et résilients face au changement climatique. Un métier concernant tout ce qui va être sur la biodiversité et la biophilie pour protéger le vivant et capitaliser sur ses apports pour une ville vivable et durable en intégrant une vision écosystémique. Et puis enfin, le dernier métier qui vous propose ce webinaire aujourd'hui, qui va concerner tout ce qui est le design et l'aménagement intérieur pour concevoir et mettre en œuvre des espaces qui concourent à la qualité de vie des collaborateurs, à la performance des organisations et qui accompagnent les utilisateurs vers les nouveaux usages des espaces de travail. Si justement on fait un petit zoom. Voilà, je suis désolée, il peut y avoir un petit temps de latence entre le passage des slides et le discours, ne nous en voulez pas. Si on fait un petit zoom sur justement nos offres en aménagement et en design d'espace de travail, on accompagne vraiment nos clients tout au long du processus de ces réflexions, depuis des phases très amont, que peut être la stratégie workplace, jusqu'à des phases très opérationnelles de réalisation de travaux, en passant par tout ce qui va concerner le space planning, le design de services, le design et architecture d'intérieur, et avec un gros focus sur tout ce qui concerne la conduite du changement et l'accompagnement au changement des collaborateurs dans ces transformations et dans ces évolutions. Harpastrans a également créé maintenant depuis 6 ans, en partenariat avec Impulse Partner, un accélérateur de start-up, véritable écosystème de start-up proposant des solutions innovantes dédiées au confort, à la santé et au bien-être par l'immobilier.
Cet écosystème propose aujourd'hui plus de 150 solutions qui répondent notamment aux critères des labels Well, Fitwel et Osmose. Il regroupe de grands donneurs d'ordre de l'immobilier en allant des constructeurs, promoteurs, industriels et fournisseurs et des grands occupants. Arpas Trans participe et soutient également un certain nombre d'études que vous avez sur cette slide, et notamment une étude qui a été menée avec la Fabrique Spinoza sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur, qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, et quels vont être les facteurs clés justement d'un espace de travail vertueux en temps confiné et pour l'après. Et on voit bien depuis hier soir que nous sommes en train d'aller vers ce temps de pour l'après que nous attendons depuis un certain temps. Et enfin, Arpas Trans est certifié B Corp. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette certification, c'est une certification qui vise à concilier le but lucratif d'une entreprise et l'intérêt collectif en ayant un impact positif sur la société, notamment au travers d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Aujourd'hui, B Corp, c'est une société de plus de 100 entreprises en France. C'est une communauté, pas une société, pardon, une communauté internationale, mais de plus de 100 entreprises en France. Et Arpas Trans a été la première entreprise spécialisée dans l'immobilier à obtenir cette certification en France. Je vais maintenant passer la parole à Bernard pour qu'il présente Positive Transformation. Bon webinaire à tous. Merci Julie. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors pour notre part, notre cabinet Positive Transformation est un cabinet qui accompagne des structures et des leaders dans leur transformation, comme son nom l'indique, d'une façon un peu particulière, et vous allez le voir juste après. C'est-à-dire que nous les accompagnons dans leur amplification de ce qu'ils sont, quand ils sont à leur meilleur, leur performance, et forment aussi et leur forme, et aussi dans ce qu'ils veulent devenir par opposition à ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire à les aider à combler les écarts et leur manque. On vous a mis sur cet écran quelques exemples d'accompagnement que nous avons réalisés. Par exemple, Air Liquide Santé qui rachète une entreprise et qui nous a demandé de les accompagner dans l'intégration de cette petite entreprise qui veut être rachetée en préservant leurs atouts. Car il y a un danger lorsqu'on a une grosse entreprise, qu'on intègre une petite entreprise, de remettre la petite entreprise en conformité. Et donc, on a plutôt tendance à tuer les énergies des entreprises qu'on rachète. Aussi Savenza Mongrain, qui vous connaissez, puisque notamment c'est le Caprice des Dieux, qui a travaillé sur l'esprit d'entrepreneuriat au sein de leur filiale Caprice des Dieux. Et nous avons mobilisé 1500 personnes pour que tout le monde puisse définir ce que cela veut dire d'être entreprenant, et il en est ressorti des piliers de l'entrepreneuriat pour ces 1500 salariés. Aussi, le Centre Pompidou, bien connu pour son esthétique particulière et aussi sa renommée internationale, la directrice générale Julie Narbet nous a demandé de l'aider à bâtir sur les forces des agents de ce centre. Une autre intervention chez GSK, société pharmaceutique, qui revend une de ses entités à Aspen, qui est un génériqueur sud-africain, et la stratégie de cession, qui en général est faite par des cabinets, là a été faite par la totalité des salariés, des 900 salariés, et ceci basé aussi sur le meilleur de l'histoire précédente avant d'être cédé, et les meilleures aspirations qu'ils avaient. Et enfin, Velux, aussi une société connue, dans la construction d'une culture un peu plus collaborative. Alors, nous allons travailler à chaque fois sur 3 dimensions. Une dimension, et ça dépend de la porte d'entrée des entreprises qui nous sollicitent. Lorsque nous intervenons, nous allons travailler sur la façon dont l'entreprise mène ses projets, la façon dont les leaders exercent leur leadership au sein de l'entreprise, et puis aussi sur sa culture et sur les rites organisationnels qui gouvernent le travail individuel et collectif. Et ces 3 éléments doivent générer des ressources plutôt que de les consommer. Donc, nous orientons le fonctionnement de ces 3 bulles sur les forces, les ressources, les aspirations, plutôt que ce que l'on fait habituellement, qui serait plutôt d'aller réduire les écarts, travailler sur les dysfonctionnements. Alors, c'est une approche assez, enfin, pas assez, très innovante et assez inhabituelle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons publié largement sur le sujet de la transformation positive et aussi la Positive Inquiry, qui est cette approche qui sous-tend ce que nous faisons. Et nous avons eu l'occasion d'écrire beaucoup d'articles sur ce sujet, d'écrire un livre sur le sujet, de faire des vidéos. Et vous avez aussi les éléments sur nos 2 sites Internet sur lesquels vous pourrez avoir des éléments supplémentaires sur cette approche. Parfait. Merci beaucoup, Bernard, pour cette belle introduction.
Bonjour à tous, donc Chloé Vernada. Eh bien, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet de ce webinaire. Le programme que nous avons à vous proposer aujourd'hui est le suivant. Donc, dans un premier temps, on souhaitait en fait vous expliquer rapidement notre rencontre, la rencontre finalement de nos deux mondes et comment nous est venue l'intuition de cette rencontre positive. Ensuite, nous souhaitions partager avec vous notre vision de la transformation et on va échanger avec vous en live sur cette vision et vous verrez comment. Puis, dans un troisième temps, nous vous proposerons des pistes pour des actions à mettre en place pour pouvoir mettre en place une transformation positive et devenir acteur de celle-ci. Et on terminera par vous partager des exemples un peu concrets et notamment nos meilleures pratiques et conditions de réussite pour une transformation positive assurée. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de notre rencontre positive. Et tout d'abord, tout commence autour de notre base existante en fait chez nous au sein du pôle aménagement de Harpastrans. Nous avons en fait l'habitude de présenter notre vision à 360 degrés autour de ces trois piliers qui sont les espaces, l'organisation et les outils. Et en fait, selon nous, l'importance de ces trois piliers réside dans ce triptyque et dans le croisement de ces trois items qui sont vraiment interdépendants et intrinsèquement liés. Vous pouvez le voir sur le schéma, notamment au croisement des espaces et de l'organisation. Par exemple, vous avez l'adaptation des espaces à l'usage. Au croisement de l'organisation et des outils, vous pourrez obtenir une UX, donc une expérience utilisateur et une intuitivité, une efficacité des outils remarquables. Et enfin, au croisement des espaces et des outils, vous aurez l'expérience de travail un peu finalement nomade et hybride qu'on est en train de vivre de plus en plus en ce moment. Et en fait, si vous supprimez l'un de ces items, finalement, il vous manquera toujours quelque chose. Et pour nous, c'est vraiment important de les traiter finalement en même temps, de les traiter ensemble pour vous permettre de trouver l'écosystème de travail agile et idéal pour vous et pour votre entreprise. Et finalement, le croisement de ces trois éléments va refléter un écosystème de travail, mais pour qu'il vous ressemble et vous soit adapté, en fait, c'est votre culture qui fera le liant entre les éléments. Et pour transformer vos espaces, votre organisation, votre écosystème, il vous faudra du coup aussi transformer votre culture parce que finalement, selon nous, sans elle, rien n'est possible. Et justement, juste changer les espaces, par exemple, de travail, vous pouvez mettre les plus beaux des locaux possibles, les plus innovants des espaces d'innovation ou de co-création possibles. Finalement, il n'y a aucune garantie que vos collaborateurs n'osent ou ne sachent ou même ne souhaitent les utiliser. Pareil, si vous changez uniquement votre organisation et mode de travail, finalement, si vous ne mettez pas en face l'équipement adéquat pour soutenir et accompagner cette transformation, il sera un petit peu difficile de la déployer à grande échelle. Et enfin, proposer des outils digitaux les plus à la pointe sans les intégrer dans le mobilier ou dans les pratiques de travail, finalement, c'est un risque car ça ne garantira pas une adoption réelle ou bien en tout cas naturelle de ces outils. Donc, c'est vraiment la rencontre en fait des trois qui fait sens quand vous transformez l'entreprise dans son ensemble et qui se diffuse à l'intérieur de votre entreprise et diffuse une nouvelle culture. Et d'ailleurs, je crois que Gabriel a un exemple très concret à nous donner sur le sujet. Donc, je vais lui passer la main. Bonjour, merci Chloé. Effectivement, j'ai un exemple qui vient du secteur de l'énergie et qui illustre cette idée parfaitement. Alors, il y a 3 ans, un de mes clients m'a raconté l'histoire de l'emménagement dans leurs nouveaux locaux. L'entreprise qui est basée à Saint-Étienne était en pleine croissance et leurs anciens locaux devenaient trop petits. Comme ils avaient les moyens, ils ont décidé de construire un bâtiment moderne, tout neuf, sur mesure. Mais après 3 mois, ils commençaient à se rendre compte que la boîte ne tournait pas comme avant. Les choses n'étaient pas aussi fluides et ça touchait aussi bien à la collaboration qu'à la performance. Après s'être penchés sur le sujet, ils se sont rendus compte que l'aménagement du nouveau bâtiment en était la cause. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Par souci d'efficacité et de logique, la direction avait donné à chaque service son propre étage. Ils ont aussi mis un coin café sur chaque étage,
ce qui permettait aux collaborateurs de chaque service de se retrouver facilement autour d'un café. Tandis que dans l'ancien bâtiment plus petit, il n'y avait qu'un café pour tout le monde, avec pour résultat que les gens de tous les services se côtoyaient, se brassaient et passaient du temps ensemble pour échanger sur les sujets variés de chaque service. Et il s'avère que ce lieu informel était un des secrets de leur succès, qui n'avait pas d'équivalent dans le nouveau bâtiment. Et le moral de l'histoire, c'est qu'ils ont changé leur espace sans penser à la culture et à l'expérience relationnelle nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est très intéressant comme exemple. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette belle illustration. Et du coup, l'histoire de notre rencontre, finalement, avec Bernard, Gabriel et puis Carole et moi. Carole qui travaille avec moi dans la partie Change chez RPS Trans. En fait, on avait deux challenges dans la pratique de notre métier. Le premier, c'était qu'on voulait essayer de réussir finalement à engager une vision plus holistique de l'écosystème de travail et réussir dans le monde de l'aménagement à faire des projets qui ne soient plus seulement contraints par la problématique surfacique, mais bien de faire des projets de transformation et donc de commencer plutôt par le prisme de créer des synergies, de la transversalité, par les nouveaux modes de travail et j'en passe. Ça, c'était notre premier challenge. Et le second challenge qu'on avait, c'était qu'en fait, on voulait trouver un moyen, une méthode qui nous permette de plus engager et interroger les collaborateurs d'une entreprise. On a l'habitude, nous, d'interroger un petit nombre en général de collaborateurs et ça nous frustrait un petit peu. Et du coup, on voulait une méthode qui puisse nous permettre d'interroger jusqu'à 300 personnes, 800 personnes, peut-être même 1000 personnes et du coup, garantir l'implication de tous dans un projet et ainsi renforcer l'accompagnement au changement. Et puis à ce moment-là, pour ma part, j'ai découvert la méthode de l'appreciative inquiry lors d'un séminaire pour une association humanitaire. Et en découvrant et en vivant cette méthode, j'ai vu qu'en fait, ça pouvait nous permettre de répondre à ces deux challenges. Donc, ça tombait à pic. Et on s'est du coup renseigné sur le sujet et on est tombé sur Bernard et Gabriel, experts en la matière. Et on s'est d'ailleurs rendu vite compte que Gabriel était en fait déjà un petit peu connu de nos équipes. Et je vais lui laisser dire pour quelles raisons. Oui, effectivement. Du coup, de notre côté, l'idée de lier nos deux métiers m'est venue quand j'habitais à New York avec mon épouse, Lana Lockwood, qui traite des sujets d'aménagement, design et bien-être chez vous, à RPS Trans, et que vous connaissez peut-être des webinaires qu'elle a déjà animés, peut-être dans cette même pièce. À l'époque, Len a terminé ses études d'architecture intérieure, alors que moi, je terminais mes études en développement organisationnel. Et petit à petit, on commençait à voir qu'il y avait des parallèles entre nos deux métiers qu'on ne soupçonnait pas du tout au début. Moi, j'étais coach, elle était architecte intérieure, on ne le voyait pas. Donc, elle s'occupait de l'espace et de la structure physique qui nous entoure au travail. Et moi, je m'occupais de la culture et la structure organisationnelle d'une entreprise. Cette idée est clairement exprimée dans le titre du livre « Change Your Space, Change Your Culture » que Lena venait alors de lire. Et c'est là où le désir de proposer une solution complète à nos clients est né. Mais on devait attendre que Lena trouve plus tard RPS Trans et que moi, je rencontre Bernard pour que ce rêve de plus de 6 ans maintenant se réalise. Exactement. Donc, vous avez maintenant l'histoire de notre belle rencontre et du coup, vous comprenez peut-être un petit peu mieux cette envie pour nous de partager une vision commune et finalement, d'où est née notre rencontre et ce webinaire. Et du coup, on va rentrer maintenant dans la seconde partie, donc encore un peu plus dans le vif du sujet. Et cette partie, c'est une question. La question est finalement la transformation positive. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Et avant de vous en donner notre vision, on souhaite vous proposer de participer à la démarche. Et je vais laisser Bernard vous aiguiller là-dessus. Merci Chloé. Alors oui, vous allez pouvoir aller répondre à une question qui est la suivante. Quels sont les 3 mots qui vous viennent immédiatement? Et j'ai envie de vous dire instinctivement en tête lorsque vous entendez le mot transformation ou le mot changement. Voilà. Réfléchissez pas trop. Réfléchissez à ces 3 mots-là. Comment vous allez faire pour les partager? Vous allez aller sur Menti. Alors, Chloé va vous expédier dans la boîte de conversation le lien.
et vous cliquez simplement sur le lien, ou pour les personnes qui ont des iPhones, vous pouvez prendre photo du QR code qui va vous amener directement sur le site. Et vous allez avoir 3 possibilités donc, correspondant à ces 3 mots. Donc, ces 3 mots, c'est vraiment, réfléchissez pas trop, c'est instinctivement quand vous entendez le mot transformation, changement, qu'est-ce que vous vous dites? Voilà. On va vous laisser quelques secondes pour y aller. Et je ne sais pas si ça a commencé. Alors, je vais me mettre dessus. Voilà. Voilà. Alors, on a déjà un effet de personnes qui répondent. Voilà. Restructuration, encore et encore, bouleversement, résistance, perturbation, innovation. Je vais agrandir mon écran du coup. Déjà Voilà. 7 répondants. Difficulté, adaptation, progrès. On voit le mot résistance qui apparaît plusieurs fois. Comme il est écrit de façon différente, il apparaît en plusieurs morceaux. Sérénité, diminution, difficulté, résilience. C'est vrai qu'on en a beaucoup besoin en ce moment, etc. Diminution, opportunité, difficulté, dynamique, etc., etc. Alors, en général, on n'est pas surpris de la tonalité des réponses qui nous sont faites là, parce que, en général, quand on pose cette question, souvent, la majeure, enfin, quand les gens y répondent de façon, je dirais, honnête, non pas la réponse sociale qu'il faudrait quand on pose la question sur la transformation, mais en général, une majorité des termes sont plutôt de nature, je dirais, négatif, anxiogène, c'est-à-dire voilà, perturbation, encore et encore, résistance au changement, etc., plus que comme des opportunités, des possibilités, etc., etc. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi finalement alors justement, pourquoi Gabriel, d'après toi, enfin, quelles sont les raisons qui font que ça se manifeste de cette façon-là? Bah, bien sûr, c'est peut-être lié aux expériences précédentes négatives, mais il y a aussi une autre raison pour ces associations négatives, et c'est notre biais négatif. Selon une étude de l'Université de Michigan, sur les 60 à 80 000 pensées par jour, 80% sont négatives et 95% sont répétitives d'une journée sur l'autre. Alors pourquoi? C'est dû au biais négatif du cerveau. Et c'est cette partie du cerveau qui s'actionne pour se protéger des dangers. Très utile il y a bien longtemps, quand nous étions entourés de prédateurs, moins utile aujourd'hui, mais toujours présent. Il nous protège car il nous attire notre attention sur les menaces potentielles pour mieux les éviter. Et c'est cette partie du cerveau qui nous pousse à préférer, entre guillemets, le négatif, à être plus attiré par lui. Il faut par exemple 6 feedbacks positifs pour équilibrer l'impact d'un feedback négatif. Alors malheureusement, beaucoup des méthodologies sont orientées à creuser le problème plutôt que de focaliser sur l'amplification de ce qui fonctionne déjà bien. Et nous, animés par nos convictions fortes, nous avons mis en œuvre ce que nous appelons la transformation positive. Alors, c'est quoi cette approche, Bernard? Alors, merci Gabriel. Voilà ce que nous disons, nous, d'une transformation positive, et qui dit aussi finalement la façon dont nous les accompagnons. Donc, nous avons rebaptisé positif car vous l'avez remarqué, souvent les transformations suscitent des rejets, en tout cas des inquiétudes. Et nous avons mis positif parce que nous les construisons et nous les accompagnons de façon différente. Donc déjà, une première définition que nous avons posée, c'est quoi? C'est finalement créer une nouvelle expérience relationnelle dans un écosystème. C'est notre façon de faire, plutôt que de corriger une situation problématique pour revenir à une norme. Alors, on a mis en vert ce que nous faisons, et le rouge, c'est souvent l'habitude de ce que nous faisons. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Et il y a plusieurs éléments. La première étape, c'est d'abord de trouver le sujet. Quel est le sujet de la transformation? Et de déterminer de telle sorte qu'il soit stimulant pour tout le monde. Donc, une transformation, c'est d'abord une création plutôt qu'une correction, d'une remise en conformité. Ça, c'est la première chose que nous faisons. Et on va vous donner un exemple juste après.
Deuxième chose, c'est de faire participer un maximum de personnes, celles qui vont vivre cette transformation, plutôt que de cascader un plan d'action qui a été conçu par des experts ou par la direction, qui en ont déterminé des solutions et qui vont cascader. Voilà. Le troisième élément, c'est de construire sur les ressources, c'est-à-dire ce qui marche, ce qui est inspirant, ce qui est désiré, ce qui est voulu, etc. Et en allant les chercher dans les meilleures expériences et histoires des participants. Donc, on est vraiment très dans l'aspect terre-à-terre, pratico-pratique. On n'est pas du tout dans la théorie, plutôt que dans l'analyse des écarts et des manques. Et puis enfin, c'est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est transformer à la fois les façons de faire, les comportements des personnes, et puis la façon de mener les projets et de regarder aussi comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, changer les rites organisationnels et la culture. Par exemple, l'exemple donné par Gabriel tout à l'heure sur on a changé l'espace, mais finalement, on a aussi changé, sans qu'on s'en aperçoive, les rites organisationnels qui étaient opérants et qui étaient efficaces et qui deviennent inopérants du fait du changement de la surface. Alors ça, Chloé, qu'est-ce que vous constatez chez vos clients à ce sujet? Alors, nous, ce qu'on constate, Bernard, c'est plusieurs choses. Chez nos clients, en général, lors de la première étape que vous venez de nous partager, c'est d'abord beaucoup d'inquiétudes, en fait, et de préoccupations. Et en général, nos clients, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème à résoudre, souvent urgemment, parfois avec des ressources limitées aussi. Et les premières interrogations que nous, on entend, elles sont souvent finalement les suivantes, c'est-à-dire que faire de mes bureaux vides, comment optimiser mes surfaces, comment faire revenir mes collaborateurs au bureau, comment résoudre le désengagement de mes équipes, ou bien même finalement comment vaincre la résistance au changement. Et vous le constatez aussi bien que moi que ces préoccupations, certes, elles sont tout à fait réelles et elles sont légitimes. Cependant, la sémantique qui est employée, elle est très souvent dépréciative d'une part, et d'autre part, la portée aussi de la question est assez régulièrement très rétrécie, portant sur un seul sujet bien précis qu'on vient un peu pointer du doigt finalement. Et nous, lorsqu'on entend en fait et on analyse ces préoccupations, ça nous amène en général à rencontrer un petit peu trois grandes typologies de clients par rapport à ça. Donc, on a d'abord ceux qui, entre guillemets, sont un petit peu en panique. Alors, on a fait exprès aussi de forcer un peu le trait ici dans cette diapositive. Et voilà, il y a des personnes qui sont un peu perdues. On a des clients qui peuvent être perplexes, qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, ne sont pas sûrs peut-être d'où viennent leurs préoccupations ou ni par où commencer. On a une deuxième typologie aussi qui sont des clients plus alarmistes, qui ne vont pas forcément bien et qui ont besoin, par exemple, de faire des économies de surfaciques, d'argent, qui doivent parfois mettre en place des plans sociaux. Et souvent, ils sont arrêtés sur cet objectif-là. Mais du coup, c'est difficile de prendre du recul sur les autres points de vue et d'identifier finalement les attentes des équipes et de pouvoir y répondre face à cette urgence. Et enfin, une troisième typologie de clients, on a ceux qui sont un peu dans le statu quo, qui nous disent qu'ils vont bien, mais qui attendent un petit peu de voir finalement ce qui va se passer. Et ils ne font pas forcément de projet, ni ne se posent de questions pour anticiper peut-être les évolutions qui arrivent. Et du coup, ils se font un peu parfois rattraper par les événements et par le temps, et ça devient embêtant pour eux. Et du coup, face à ces préoccupations, nous, on analyse trois besoins qui sont le prescriptif, le pratique et le prospectif, que nous demandent nos clients. Et ARP propose toujours une solution individualisée pour chacun de ses clients parce qu'on se veut agnostique. Donc, on ne va pas forcément, on va pas prescrire une solution toute faite, contrairement peut-être à d'autres grands groupes qui, eux, ont un intérêt en tant que broker, travaux, mobilier à le faire. Et certains aiment le prescriptif. Mais nous, on le sera sur le comment, mais pas forcément sur le quoi. Et dans tous les cas, ces préoccupations et ces besoins qui nous arrivent de toutes parts, elles pourraient être tout autres, en fait, selon nous. Et il se cache toujours derrière les préoccupations de nos clients une réalité qui est bien plus large, à laquelle on devrait finalement répondre. Et c'est la quête de cette réalité plus large qui nous est assez difficile et compliquée, en fait, aujourd'hui à révéler chez nos clients quand on les interroge. Et je pense que vous le constatez aussi de votre côté. Et pour ça, vous avez une analyse très intéressante à nous partager, Gabriel. Oui, effectivement. Et on peut montrer cela par ce que nous appelons le radar de la réalité.
Et là, ce que vous voyez au centre, dans le rouge, c'est la vision habituelle de la réalité avec laquelle arrivent souvent nos clients. Mais cette partie rouge ne comporte qu'une partie de la réalité. Et comme vous voyez dans ces mots-là, ce n'est pas la partie la plus inspirante ou génératrice. Mais heureusement, il y a une autre partie de la réalité qui n'est pas moins importante, et c'est ce que nous appelons la réalité amplifiée. Et c'est souvent là qu'on va trouver nos aspirations et nos solutions. Mais souvent, on a tendance à se résumer à la partie rouge et on a tendance à surfocaliser dessus, à un point qu'on en oublie toutes les ressources dans le vert. Maintenant, l'idée n'est pas de nier l'existence du rouge, mais ce n'est pas là qu'on va focaliser notre attention ou notre énergie. On trouve que le retour sur investissement est beaucoup plus important quand on se focalise sur nos forces, nos ressources et nos aspirations. Et là, il y a un dernier point, et c'est que les besoins et la parole des collaborateurs est souvent occultée, et le point vert de l'un peut devenir le point rouge de l'autre. Par exemple, un dirigeant, son point rouge, c'est « je réagis à une crise, je réduis mes mètres carrés pour obtenir mon point vert qui me permettra de faire des économies ». Tandis que pour un collaborateur, son point rouge, c'est « mon patron réagit à une crise, réduit les mètres carrés juste pour faire des économies. Mon point vert là-dedans, je ne le vois pas. » Voilà. Alors, donc, vous voyez que nous partons avec un regard bien intentionnel porté sur ces ressources vertes plutôt que sur les manques, sans, comme l'a dit Gabriel, les nier. On aime beaucoup cette citation, enfin cette phrase qui dit « Ce sur quoi nous focalisons notre attention va prendre plus d'importance, plus d'importance ». Et là, on vous a mis un dessin réalisé par une des dessinatrices d'Apars Trans qui sont ces prisonniers. Vous voyez, ils vivent dans le même endroit. Et pourtant, ils voient les choses différemment, alors qu'ils sont dans la même situation. Il y a le prisonnier de droite, lui, il voit que les barreaux. Les contraintes, sa vie se résume à ces contraintes. Et le prisonnier de gauche voit au-delà des barreaux, vous voyez, dessine le paysage, ses aspirations. Alors, aucun des deux ne décrit totalement la réalité. Mais la perception de la réalité du prisonnier de gauche est beaucoup plus porteuse et plus générative d'énergie, d'optimisme que celui de droite. Et donc, les deux prisonniers ont une narrative, ont une histoire interne très différente. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de bien poser votre sujet, car ce sujet va générer des conversations au sein de vos organisations, à la fois dans les personnes, mais aussi entre les personnes. Et ces conversations peuvent être focalisées sur le manque ou plutôt sur quelque chose à créer. Voilà. Et on nous a narré un exemple dans votre métier, notamment on parlait de la réduction des mètres carrés. Alors, ça peut devenir un sujet de conversation problématique. Creuser toutes les revendications et aussi toutes les frustrations, parce qu'en général, quand on parle de mètre carré, dans les temps qui courent, on serait plutôt dans un enjeu de réduction. Alors, est-ce que c'est ça que vous souhaitez générer si vous êtes dans cette configuration? C'est-à-dire, on parle des mètres carrés, donc on va négocier finalement, surtout si vous avez des partenaires sociaux je crois qu'on va tout à l'heure prendre un exemple. Une autre piste, c'est de la piste du dessinateur de gauche, c'est de créer des conversations autour de ce qui est possible de créer comme nouvelle façon de travailler, sans oublier les contraintes de démarrage. Donc, c'est à nous de choisir. Alors, dans les enjeux qui sont les vôtres, quel type de conversation voulez-vous encourager? Réduction de mètres carrés, donc ça va générer des conversations qui vont tourner autour de la réduction, de la négociation. Ou créer des façons nouvelles de travailler ensemble. Alors, les conversations vont plutôt tourner autour de la création de ces nouvelles expériences relationnelles entre les personnes. Tout à fait. Merci Bernard. Et je pense que maintenant, on a un petit peu compris le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une transformation dite positive. Et je pense qu'il est clair que pour tout le monde, en tout cas, que celle-ci réside dans ce sur quoi nous focalisons l'attention. Et c'est ce que nous souhaitons, ce sur quoi on veut vraiment finalement transformer. Et lors du triptyque présenté tout à l'heure en début de ce webinaire, on vous partageait que pour transformer vos espaces ou votre organisation ou votre écosystème, il vous faudra aussi transformer votre culture, car sans elle, rien n'est possible. Et cette culture interne, c'est elle, en fait, que vous allez transformer dans votre projet. Et du coup, si l'on souhaite arrêter de créer des projets rouges et à la place créer des projets verts, eh bien, comment faire? Comment finalement focaliser intentionnellement notre regard sur le vert, maintenant qu'on a compris que c'était l'objectif qu'il fallait qu'on atteigne?
Alors, on va vous partager les clés de ça pour vous aider à formuler finalement votre projet et devenir acteur de votre transformation. Et là, on arrive à la première étape de notre approche, et c'est de trouver avec le client un sujet qu'on appelle 4S. Alors, c'est quoi? D'abord, c'est un sujet et non pas une vision. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les transformations sont déjà formulées comme une vision à atteindre du dirigeant ou de son comité de direction. Alors, quelle place laissons-nous aux autres parties prenantes pour s'y intégrer? Deuxièmement, le sujet est stratégique. Donc, il répond à une nécessité d'échanger ou il correspond à un besoin existant ou pressenti pour l'avenir. Troisième point, le sujet est stimulant. Alors, c'est une évidence pour tout le monde. Il est désirable, il suscite la curiosité et déclenche immédiatement le changement. Parce que le changement commence dès que l'on annonce le sujet de la transformation. Alors, on se pose la question, en quoi notre sujet est-il stimulant et pour qui? Et la réponse devrait être pour tous, pour tout l'écosystème. Toutes les parties prenantes de l'organisation, les salariés, les partenaires, les clients, etc., doivent s'y retrouver. Et là, Bernard va nous donner un exemple où le client a trouvé un vrai sujet 4S. On va vous donner deux exemples. Un exemple qui est en dehors du monde de l'immobilier, puis on vous donnera un exemple beaucoup plus contextualisé du monde de l'immobilier. Donc, ces exemples sont des exemples réels, hein. Donc là, le premier exemple, c'est British Airways, la filiale américaine de cette entreprise anglaise. Son sujet, c'était qu'elle perdait 10% de ses bagages chaque année de ses passagers. Voilà. Vous voyez, un énorme problème pour sa réputation outre-Atlantique. Alors, pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, ce qui a été mon cas un jour, c'est particulièrement anxiogène, c'est révoltant, et puis c'est surtout révoltant à la hauteur du professionnalisme ou peu de professionnalisme des personnes qui vont vous aider ou pas dans cette situation. Donc, ils auraient pu partir de cette thématique pour faire travailler les personnes, et cette thématique aurait pu se libeller comme comment réduire les réclamations des bagages perdus ou endommagés. C'est ça leur sujet de démarrage, un peu leur point rouge. Alors, les personnes qui auraient été sollicitées sur ce sujet auraient été probablement uniquement les logisticiens et les bagagistes de la compagnie. Et puis probablement, ils se seraient sentis coupables de ces problèmes parce qu'ils sont probablement très partie prenante sur le sujet et ça n'aurait pas bien auguré du processus. Un salarié qui y travaillait depuis longtemps leur a dit, mais si est-ce qu'on peut viser quelque chose qui soit un peu plus stimulant? Ça fait bien longtemps que je travaille pour British Airways et je pense que nous méritons mieux que cela. Donc, nous méritons d'être tous fiers de travailler pour cette société et que de tels résultats sont honteux et nous rendent honteux de ce qu'on est. Et ça a tendance plutôt à détériorer notre morale et notre motivation. Alors, ils ont choisi finalement un autre sujet qui n'est pas forcément un autre sujet, mais qui est un sujet qui englobe le problème d'origine. Donc, le sujet qui a été finalement choisi, c'est comment créer des expériences d'arrivée exceptionnelles pour tous. Et là, les personnes qui ont été sollicitées ont été beaucoup plus larges. Les passagers, les personnels de bord, les personnels du desk, les bagagistes, etc., etc. Donc, le premier était plutôt un sujet de réduction qui pointait du doigt un certain nombre de personnes. Et le deuxième sujet est un sujet de création de valeur. Donc là, nous avons réalisé ce que nous appelons le flip. Et le flip, c'est quoi? C'est le slide suivant. Nous partons en général en tant que consultant ou comme Harpas Trans d'un problème. Il y a un souci. Donc, on va partir du rouge. Donc, on part toujours de la demande initiale. Et la plupart du temps, elle est libellée dans le rouge. Hein, ce qui n'est plus voulu, ce qui doit être corrigé, etc., etc. Et nous amenons le client petit à petit à déterminer plus ce qu'il veut vraiment plutôt que ce qu'il veut se débarrasser. Et surtout en pensant aux aspirations de toutes les parties prenantes qui vont vivre cette transformation. Et ce sujet a plutôt nécessité d'être vraiment stimulant. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous à part sur ce sujet-là? Là, je vous ai donné un exemple de British Airways. Et vous, comment ça se passe pour vous? Eh bien, pour nous, Bernard, nous concernant, je vais vous partager l'exemple d'un de nos clients qui est un grand groupe en fait du secteur public. Avec la crise économique, ces clients, ils étaient d'abord venus nous voir avec la contrainte suivante, qui était du coup comment réduire mes mètres carrés sous-utilisés.
Et en effet, les collaborateurs ne venant plus sur site et le télétravail ayant fait grandement aussi ses preuves et les économies monétaires se faisant finalement sentir, eh bien, ce client, il avait un besoin surfacique et puis évidemment de rentabilité. Mais suite à notre travail et à la méthode de l'appreciative inquiry, on a réussi à faire le flip avec eux. Et maintenant, ce client ne parle plus du tout de mètres carrés. Et cela allant finalement jusqu'en réunion IRP, donc des représentations syndicales. Et pour ce faire, aujourd'hui, en fait, la question qu'ils ont décidé de se poser est la suivante. C'est comment créer une expérience de travail collaborative, connectée et équilibrée. Et maintenant, vraiment, ils ne parlent plus du tout en fait d'économie ni de mètres carrés, mais uniquement d'usage en réunion. Ils ont banni vraiment le mot mètre carré et on parle d'usage, d'espace, de mode de travail. Et dans notre métier, en fait, c'est vraiment un élément qui est très fort de ne plus parler de ça, de mètre carré et d'économie. Et en réorientant la question, ils ont réussi à réorienter leur transformation et bien sûr, incluant là-dedans la réduction des mètres carrés. Mais finalement, leur transformation, elle a eu lieu et elle est allée beaucoup plus loin. Et ils ont réussi finalement à résoudre leur problème initial parce qu'ils avaient à la base provisionné 3 bâtiments, pour vous donner un exemple, au début du projet, donc quand ils étaient encore dans le rouge. Et aujourd'hui, finalement, ils se sont rendus compte, suite à la transformation, qu'ils n'avaient besoin plus que de 2 bâtiments au final. Donc, ils ont réussi à réduire leur mètre carré, mais on a refocalisé l'attention sur un projet de transformation beaucoup plus global. Et le seul point finalement qui est à noter, c'est que l'avantage que nous, on avait avec ce client-là, c'est que ce client avait cette volonté de vouloir changer ce prisme et de regarder son enjeu de transformation en vert et non plus en rouge. Et donc ça, c'est sûr, ça nous a beaucoup aidé. Et moi, ce que je me demande, en fait, c'est comment nos clients, les autres clients qu'on a encore, qui n'arrivent pas encore forcément à faire ce flip, comment on peut les aider finalement à se sentir prêts et à les accompagner et à les aider pour formuler finalement leur projet en vert. Alors du coup, j'ai envie de vous montrer un exemple qu'on a essayé de mettre en place. On va essayer de faire le flip ensemble, en fait. Et on va voir ce qui se passe si on prenait des situations hypothétiques chez nos clients. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'en fait, on ne part pas tous du même point de départ, donc du rouge, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Mais finalement, ce qui va être intéressant, ça va être le vert et où est-ce qu'on va arriver. Alors, si je prends l'exemple spatial, si on devait traiter un sujet uniquement autour des espaces, qu'est-ce qui ne va pas? Et bien, un exemple, c'est j'ai trop de mètres carrés qui sont sous-utilisés ou bien qui sont vides. Si je devais reformuler un petit peu cette phrase pour avoir la situation normale, on pourrait se dire, bon, j'ai besoin de rationaliser mes mètres carrés utiles. Certes. Ensuite, si on partait plutôt sur un projet plutôt dit organisationnel, qu'est-ce qu'on aurait si on avait un problème à formuler? Et ben, par exemple, en ce moment, on a peut-être des clients dont les salariés souhaitent télétravailler à 100%. Ils ne souhaitent plus du tout revenir au travail demain. Alors, quelle serait la norme face à ça? Ben, peut-être qu'ils reviennent finalement entre 40 et 80% du temps sur site. Ce serait déjà une belle évolution. Ça dépend aussi des sociétés et des métiers de chacun et de chacune. Et si on prenait une dernière typologie de projet, un projet de transfo digital, par exemple, le problème qu'on pourrait avoir et qui ne va pas, c'est aujourd'hui, pour certains, c'est impossible de réaliser des réunions en format hybride facilement. Vous savez, ce format hybride où on a, par exemple, la moitié des personnes qui sont présentes physiquement dans la même pièce de réunion et l'autre moitié qui est peut-être à distance, chacun chez soi, en télétravail. Et c'est parfois difficile de communiquer ensemble. Et du coup, la norme, peut-être, ce serait de retrouver un peu la situation d'avant, où en général, on perdait 10 minutes au lancement de chaque réunion pour mettre en place les outils informatiques, etc., lancer un peu la machine. Et finalement, le meilleur de tout ça, quelle est la question qu'on aurait envie de se poser si on était sans limite, quelle serait l'aspiration? Peut-être que côté espace, ce serait d'avoir des espaces variés en quantité et en usage. En organisation, ce serait de pouvoir travailler dans ce qu'on appelle un écosystème distribué, donc avec le siège de la société, le télétravail à la maison, peut-être des tiers-lieux aussi de travail comme du coworking.
Et puis, côté digital, ce serait d'instaurer une réelle digital workplace. Mais finalement, pour moi, le meilleur, est-ce qui ne serait pas finalement dans la parfaite harmonie de tout ça, et donc dans une culture d'entreprise qui prônerait des salariés autonomes, heureux de se retrouver pour collaborer ensemble sur site ou à distance dans un environnement de travail agile, stimulant et connecté. Nous, on pense que si. Et justement, c'est là que c'est intéressant, vous voyez, c'est que finalement, quand on englobe et quand on prend du recul et qu'on part sur une transformation globale, on peut avoir certes des points de départ différents, des problématiques différentes, mais avec cette méthode du flip, on part sur un sujet beaucoup plus déjà positif, mais surtout beaucoup plus global et incluant énormément de personnes. Et maintenant qu'on vous a partagé finalement cette première étape, de la transformation à impact positif, le flip, on va vous partager la seconde étape. Et pour ça, je laisse la main à Bernard. Merci, Chloé. Donc, la seconde étape, c'est de créer un processus. Créer un processus qui soit suffisamment structuré et robuste pour engager ces conversations autour de ce sujet-là. Donc, là, le premier élément du processus, c'est la phase définition. C'est ce que finalement Chloé vient de faire là, c'est cette colonne de droite et c'est sur ce sujet-là que les personnes vont travailler. C'est cette expérience collaborative, connectée et équilibrée. La deuxième chose, ça va être partir à la découverte de ce qui existe déjà. Donc, c'est apprécier le meilleur de l'existant, le meilleur de la réussite des équipes, les moments où ils expérimentent déjà cette expérience collaborative, connectée, équilibrée. C'est quand et on part vraiment de leurs expériences. Donc ça, c'est la deuxième. Et là, c'est à partir de conversations. Il y a tout un processus qui est mis en œuvre pour générer quelque chose qui soit commun. La troisième étape du processus, c'est de se dire, OK, ça, c'est ce que nous avons et c'est le meilleur de notre expérience. Maintenant, on va s'imaginer un futur désiré par rapport à ce que nous avons déjà expérimenté ensemble au regard de cette intention, qui était la définition définie par Chloé. Et ensuite, on va concrètement arriver à décider ensemble des options et rendre concret ce que nous avons déterminé dans la phase décidée, avant d'aller dans la phase déploiement, qui est vraiment d'implémenter de façon très concrète les actions. Donc, ce qu'on va chercher dans ce processus-là, c'est à la fois le meilleur du passé des expérimentations des personnes au regard de ce qu'elles veulent créer, le meilleur du présent, c'est-à-dire ce qui est à leur disposition aujourd'hui, et le meilleur du futur. Un processus comme ça, par exemple, aurait probablement évité le problème qu'avait présenté Gabriel tout à l'heure, où si une entreprise finalement, enfin toute entreprise a plutôt tendance à vouloir que ses collaborateurs travaillent efficacement et de façon très collaborative ensemble. Là, on est amené souvent à travailler sur la siloisation des sociétés. Si les collaborateurs de cette société à Saint-Étienne avaient été sollicités pour dire « racontez-moi des moments de coopération et de collaboration efficace entre vous », pourquoi, comment ça marchait, très probablement que cette surface de partage informel aurait été évoquée et probablement ces éléments-là auraient été remis dans le redesign de ces bâtiments-là. Donc là, ils sont partis sur une autre façon de faire, réduire, analyser, et donc ils n'ont pas pris en compte l'existant du passé et ils sont passés à côté d'une opportunité importante. Donc c'est un processus qui génère quelque chose de différent. Et en quoi c'est différent finalement, Gabriel ? Pour revenir sur ce sujet-là, évidemment, ils n'étaient pas encore nos clients à l'époque du déménagement, qu'on soit clair. Donc, merci Bernard. Comme on le sait tous, le changement demande beaucoup d'énergie. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à vous souvenir de la dernière fois que vous avez essayé de changer un comportement ou une habitude chez vous-même ou chez votre conjoint. Là, je vous laisse un temps de vous en souvenir. Voilà, et oui. Alors, un énorme avantage de cette approche positive, c'est que le processus en lui-même génère de l'énergie dont on aura besoin pour mettre en action le changement. Alors, comment ça marche ? Imaginez-vous l'approche habituelle, à gauche, de résolution de problèmes. On se retrouve pour discuter du problème et on se pose des questions du genre quel est le problème, depuis quand c'est un problème, qui est impliqué ou même à blâmer dans ce problème,
Alors, on descend par ce spirale et une fois arrivé au fond, on se demande, alors c'est quoi la solution? Mais on aura passé la plupart du temps sur le problème. Alors, qu'est-ce qu'on connaît bien? Le problème. En plus, ce genre de conversation est souvent décourageant, voire démoralisant, et elle a tendance à saper toute l'énergie de la pièce. Tandis qu'avec l'approche positive qu'on voit à droite, on se pose des questions tout autres. C'est des questions comme quand nous sommes au top, quand ça marche vraiment bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche aussi bien? Quelles sont les conditions qui font en sorte à ce que ça marche aussi bien? Quel est mon rôle là-dedans? Quel est le rôle de nos collègues, nos clients, nos partenaires, etc. Et comment faire de ces moments exceptionnels la nouvelle norme? Une fois arrivé tout en haut du spirale, on aura passé tout notre temps, non pas sur le problème, mais sur la solution, sur ce qui marche, pour ensuite augmenter et répandre ces meilleures pratiques internes, entre guillemets, que l'on aura découvertes ensemble. Et ce que nous avons constaté avec Bernard, c'est que sans faille, ce processus est enthousiasmant, inspirant et vraiment générateur d'énergie. Et Bernard, je te propose d'expliquer la troisième étape. Alors, la troisième étape, c'est d'embarquer le plus grand nombre possible de personnes. Alors, quand on dit le plus grand nombre possible de personnes, c'est toutes les personnes qui vont vivre cette transformation. Donc, la question, c'est qui doit être inclus dans ces conversations? Alors, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire appel à quelques experts de réaménagement, prendre peut-être le comité de direction, le groupe de pilotage, qui vont finalement penser pour les personnes qui vont y vivre. Ils vont trouver une solution ou des solutions. Et puis, après, c'est cascader. C'est faire adhérer aux solutions qui ont été choisies. Alors, vous avez compris que ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est plutôt la deuxième, c'est-à-dire de considérer que tout le monde est expert. Tout le monde est expert, c'est-à-dire tout le monde a des expériences à partager. C'est de co-construire ensemble avec les personnes, ces personnes-là, et qui sont déjà embarquées dès le démarrage du processus. Alors, si l'on fait la première ligne, ça peut générer quelque chose que nous appelons le syndrome du 3333. Je crois, Gabriel, tu voulais l'expliquer. C'est quoi? Eh bien, comme tu dis, on risque le fameux syndrome du 3333. Et qu'est-ce donc? Vous allez le reconnaître, je crois. C'est 3 mois pour préparer le changement dans le COMEX ou par des experts du sujet. Ensuite, 3 jours pour déployer auprès du leadership group en espérant qu'ils comprennent ce que le COMEX a mis 3 mois à comprendre. Et ensuite, 3 heures pour communiquer à l'ensemble du personnel dans une grande masse. Et c'est quoi le dernier 3? Alors, c'est le 3 ans de résistance au changement. Et du coup, Chloé, qui doit être inclus dans la conversation sur vos projets chez ARP? Eh bien, chez nous, j'ai envie de dire qu'on a envie du coup d'inclure tout le monde, comme vous l'avez si bien présenté. Et j'aimerais commencer par une phrase qu'on aime bien employer, qui est que, en fait, selon nous, le changement, il ne doit pas être une révolution, mais bien une évolution naturelle de votre culture et donc des lieux, des outils, des modes de travail, au profit d'une meilleure expérience utilisateur pour tous. Et c'est dans le pour tous qui est important, c'est-à-dire que c'est vraiment le fondement et la base de ça, c'est d'engager au maximum tous les collaborateurs, que nous, on appelle des collaborateurs, puisqu'ils sont acteurs du sujet. Et rappelez-vous, quand on cherchait l'Appreciative Inquiry avec Carole, et notre deuxième challenge, c'était de trouver un moyen d'embarquer tout le monde, et non qu'une partie. Et ben, c'est vraiment là que résident les événements. Il faut certes embarquer tout le monde, mais il faut aussi les embarquer un petit peu dans le bon ordre, si je puis dire. Il faut commencer par le portage terrain, donc avec les collaborateurs qui sont les premiers concernés. Et c'est évidemment avec eux qu'il faut identifier et prioriser les cas d'usage les plus impactants. Et s'ils sont impliqués en fait de bout en bout dans la démarche et non seulement informés ou consultés, mais bien impliqués dans le processus décisionnel depuis le début, et bien finalement toutes les formations, les sensibilisations, l'accompagnement au changement de ces collaborateurs passeront tout naturellement par la pratique et non plus par de la simple communication finalement. Et au lieu de leur dire quoi faire, et ben, vous leur proposez finalement de pratiquer comment faire, et ça change tout.
Ensuite, il y a le deuxième point qui est donc le sponsoring en fait, de haut niveau, avec des managers qui doivent être convaincus de la démarche à mettre en œuvre et qui souhaitent faire évoluer les pratiques de travail, les postures managériales et les comportements aussi individuels. La démarche, elle doit vraiment être portée par l'ensemble de la strate managériale, de manière finalement à incarner les nouvelles orientations et à légitimer l'implication de leurs collaborateurs. Et enfin, cette impulsion, elle doit être plurielle et de la part de la direction et de l'équipe projet. C'est important pour nous d'impliquer vraiment toutes les directions ensemble et non de manière silotée, comme parfois on a pu le constater dans d'anciens projets finalement. C'est important d'avoir la direction immobilière, la DET, la DSI, la DRH, la communication et bien d'autres, tous ensemble autour de la table. Et l'idée, c'est vraiment qu'il ne s'agit plus d'impliquer l'un ou l'autre. C'est un projet qui ne peut mettre aucune personne sur le côté. Et dès le démarrage, le pilotage du projet, en fait, c'est à plusieurs et c'est un incontournable pour nous. Ça me permet finalement de clore cette partie 3. Et vous voyez du coup déjà que c'est une bonne pratique d'inclure le maximum et le plus grand nombre. Et finalement, on a aussi d'autres meilleures pratiques et conditions de réussite à vous partager aujourd'hui, qui est donc dans la dernière partie, qui est la numéro 4. Si je la passe. Voilà. Donc, quels sont finalement les bénéfices? Eh bien, vous pourriez vous permettre de mettre en lumière des résolutions de problèmes. Donc, le problème avec ça, ce serait que la stratégie, le projet, il est élaboré, puis il faut ensuite communiquer, embarquer, impliquer, motiver, et puis éviter la résistance au changement. Comme vous l'avez bien compris, nous, notre processus de l'Appreciative Inquiry, il répond en fait aux besoins d'embarquer, d'impliquer et de motiver et d'éviter la résistance au changement de lui-même. Et du coup, on a pas mal de bénéfices qui viennent s'ajouter à cette Appreciative Inquiry. La première, c'est que c'est une meilleure solution parce qu'elle est co-créée finalement par ceux qui connaissent le mieux les réalités du terrain. Ça permet aussi de guérir, de prévenir, pardon, au lieu de guérir justement la résistance au changement. Et puis, cette approche génère de l'énergie, comme l'a présenté Gabriel, qui est nécessaire pour mettre en place le changement. Et surtout, elle se focalise sur les ressources. Et ce qui est intéressant pour moi dans ces bénéfices, c'est qu'en fait, il y en a plein d'autres. On pourrait se dire que c'est aussi un processus d'apprentissage pour identifier et diffuser les meilleures pratiques issues du terrain. C'est aussi un mode de management et de collaboration qui vraiment favorise la communication positive, qui entraîne en fait des relations profondes au sein de l'organisation. Et comme je vous le disais aussi au début, ça permet vraiment d'impliquer et d'embarquer un très grand nombre de collaborateurs simultanément. Et pour moi, ça, c'est vraiment une force très intéressante dans cette méthode. Et alors finalement, si je reviens au début avec nos 4 questions qu'on avait, qui étaient formulées en rouge, et si on décide de changer la conversation ensemble, que pourrait finalement souhaiter, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter d'avoir comme transformation? Eh ben, on pourrait les formuler en vert et avoir les suivantes. Donc, quels sont les enjeux d'une transformation réussie? Quels bénéfices et opportunités s'ouvrent à vous avec cette approche positive et collaborative? Comment conduire un projet qui enclenche une dynamique enthousiasmante pour vos équipes? Les clés de réussite aussi, quelles pourraient-elles être pour redevenir acteur de votre transformation? Et nous, ce qu'on a envie de vous proposer finalement, c'est de répondre à ces questions-là. Peut-être même de répondre à d'autres questions que j'ai mises ici à l'écran. Et de vous proposer finalement de vous accompagner là-dessus et de travailler ensemble. Vous avez peut-être déjà enclenché une transformation. Est-ce que vous voulez qu'elle ait un impact positif? Est-ce que vous voulez la réorienter, la redéfinir? Vous souhaitez peut-être métamorphoser vos modes de travail en interne pour mieux répondre à des enjeux de demain, ou bien vous voulez traduire une nouvelle culture de travail dans vos espaces. Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux, je pense, qui sont possibles chez vous aujourd'hui, que vous avez envie de vous poser. Nous, on vous propose de vous accompagner là-dessus et de faire une transformation qui vous est personnalisée. Et on a d'ailleurs envie de savoir finalement dès maintenant quels sont un petit peu vos enjeux de transformation.
Et pour ça, on va refaire le même exercice que tout à l'heure, je crois, Bernard. Oui, absolument. Toujours avec le même métier, donc Chloé va relancer. Donc finalement, la question, c'est quels sont les enjeux de transformation que vous avez actuellement ou que vous avez devant vous. Voilà, donnez-nous, libellez-nous ces enjeux et on va voir ce qui en ressort. J'active. Donc, tu actives le… C'est bon, logiquement, ça a dû se mettre à jour. Oui, c'est ça. Donc, prenez votre temps. L'idée là, c'est plus 3 mots comme tout à l'heure. Vous pouvez vraiment écrire une phrase en entière. Un texte. Alors, on commence à avoir les premiers qui arrivent. Donc, rebondir après une restructuration. Optimiser mon empreinte tertiaire, faire revenir mes salariés en présentiel, redéfinir nos modes de travail à distance, motiver nos collaborateurs, faire revenir les gens au travail. Est-ce que vous avez d'autres enjeux? Retrouver une dynamique d'équipe. Diminuer mes mètres carrés. C'est normal. À 4 points d'interrogation, ça doit être vraiment quelque chose d'impératif. Alors, on va continuer à vous laisser noter. La question qu'on pourrait vous poser, c'est par rapport à vos enjeux, finalement, en quoi sont-ils stimulants pour tous, hein, pour revenir à cette définition de démarrage. Donc, que vos enjeux qui soient notés là soient absolument importants, stratégiques, incontournables, ça, on n'en a aucun doute. Qu'est-ce que ça serait si vous portiez ces éléments-là aux personnes qui vont le vivre? Voilà, ça c'est la question, hein. Et ça va induire forcément la conversation que ça va générer chez les collaborateurs, comme Astrans aime bien les évoquer. Donc, on n'a pas nécessité de répondre, c'est plutôt une question pour vous, voilà, pour vous aider peut-être à reprendre votre sujet et le transformer pour aller quelque chose vers un peu plus stimulant. Exactement. Et du coup, pour clore ce webinaire, on voulait vous remercier déjà d'y avoir participé et aussi vous proposer de répondre aux enjeux que vous nous avez partagés et vous rappeler que voilà, pour nous, une transformation à impact positif, ça vous permet de finalement connecter des individus, des idées, des espaces au service de l'efficacité de vos organisations et des communautés. Et on est prêt à vous accompagner là-dessus et à vous aider à formuler votre projet en vert et en positif. En tout cas, je vous remercie très fortement pour votre écoute. J'ai vraiment très apprécié ce webinaire avec Bernard et Gabriel et je crois qu'on va pouvoir maintenant prendre le temps de répondre éventuellement à une ou deux questions, Julie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Chloé, Bernard et Gabriel. C'était très agréable de vous écouter sur cette thématique si stratégique et si positive dans le contexte actuel même. Enfin voilà, voir la vie en vert plutôt qu'en rouge nous semble être une bonne philosophie. Une première question qui est posée et qui consiste à dire est-ce que finalement cette méthode se déroule tout au long du projet ou est-ce qu'il y a des phases clés dans un projet où on doit utiliser la méthode? Je vous laisse, je ne sais pas, Bernard, qui peut répondre à cette question finalement de la temporalité vis-à-vis de la méthode. Alors, c'est une bonne question parce que la méthode, vous avez vu, c'est pas qu'une méthode, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'aller regarder ce qui est désiré, ce qui est voulu, ce qu'on a envie de créer plutôt que ce qui doit être corrigé, etc., etc. Donc, je dirais que en plus d'être une méthode, c'est une philosophie. Donc, on a intérêt à commencer et à continuer durant tout le projet en ajoutant
en ajoutant, comment dirais-je, les personnes au fur et à mesure selon les nécessités. Mais enfin, voilà, ça c'est par rapport à notre expérience. On fait pas de l'AI, on fait pas de la transformation positive, on fait vivre, hein. Et c'est pour ça aussi, sur des gros projets qui durent plus longtemps, on est amené à former des gens à cette approche pour qu'ils puissent le faire mener de l'intérieur. Ça a été par exemple au cas au Centre Pompidou, où une dizaine de personnes ont été formées à cette approche et ils ont mené leur propre projet à l'intérieur de l'organisation. Donc, je ne sais pas si Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, juste le plus tôt on commence, le mieux c'est. Oui. Mais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Est-ce Et que, de rendre autonome ensuite l'entreprise avec des compétences internes déjà augmentées avec l'AI. et est-ce que ça veut dire qu'un projet qui aurait déjà été enclenché sur un processus un peu plus rouge peut quand même être transformé dans un projet vert, et même si le projet est déjà enclenché? Alors, je dirais qu'on peut toujours transformer. On peut toujours transformer. Souvent, alors je vais vous donner un exemple. On peut toujours transformer jusqu'à un certain point. Hein. On a eu un client, c'était une très grande banque internationale, qui avait comme objectif de réorienter comment dirais-je, la collaboration de leur personnel beaucoup plus vers une orientation client. Donc, délocalisé dans plusieurs pays. Donc, l'idée, c'était de diminuer la taille du siège social pour vraiment être au plus près du client. C'était ça leur objectif. Ils sont allés très très vite au démarrage et les salariés n'ont vu que la partie de réduire le siège social. Donc ce projet s'est intitulé, pas bien sûr par la direction générale, mais par les salariés eux-mêmes, le plan -30. Voilà. Alors, quand vous arrivez dans une telle situation, c'est vrai que c'est un peu difficile de récupérer les choses, mais s'il y a vraiment une volonté de la direction de le faire, on peut le faire. On peut le faire. Dans la mesure où il y a une vraie souci et un vrai besoin de se dire, bon, bah, écoutez, là, ça ne marche pas comme ça. Comment est-ce que l'on peut, mais plus, comme a dit tout à l'heure Gabriel, plus on est baigné dans le rouge, plus c'est difficile de remonter. Mais ça n'est jamais impossible. Ça n'est jamais impossible. Et ça fait un bon écho avec une question qui vient d'être posée par une des personnes qui écoutent ce webinaire, qui est de dire, avec une direction plutôt hermétique au changement, comment les convaincre de la nécessité d'amorcer une transformation positive dans notre entreprise? Alors, la question est à la fois théorique, donc je ne vais pas vous répondre par une réponse théorique parce que je ne sais pas d'où vient la question. Mais je vais vous donner une question, enfin une expérience. C'est une entreprise de 1500 personnes où un nouveau directeur arrive. Donc là, je suis en train de travailler avec eux en ce moment. Une nouvelle direction arrive et puis ils se rendent compte qu'il y a une vraie nécessité de transformer. Belle société, bien ancrée dans son territoire, avec un ADN extrêmement fort, etc., etc. Et je connais le directeur général avec qui j'ai mené d'autres transformations et il me dit comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, mon comité de direction est quand même assez réticent. Réticent pour plein de raisons. Parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, parce que la transformation, comment ça se passe, etc., etc. Donc, ce que nous avons fait, on n'est pas venu leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent. On leur a fait expérimenter avec ce processus les moments où eux-mêmes, en tant que comité de direction, ont vécu des transformations qui étaient soit des transformations voulues ou imposées, qui se sont bien déroulées. Voilà. Ils étaient 14 personnes dans ce comité de direction. Au démarrage de l'opération, nous avons posé exactement la même question qui était, pour vous, une transformation, c'est quoi? Voilà. Instinctivement, sur les 14, il y avait 13 éléments négatifs. Une transformation, c'est que des éléments négatifs. Et à la fin, ils se sont rendus compte, dans le partage de leurs expérimentations, de leurs expériences, ils étaient assez alignés, ils étaient capables de le faire parce qu'ils l'avaient fait. Et ils se rendent compte que les collègues qu'ils ont autour, ils l'ont fait aussi. Donc, ils ont partagé ensemble sur des transformations réussies. Et on a lancé un projet de transformation. En 4 heures de temps, on leur a expliqué la façon dont on allait faire les choses, après leur avoir fait expérimenter, en leur disant qu'ils savent faire. Qu'ils savent faire. Ils sont les experts. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question d'un de nos auditeurs ou téléspectateurs. Mais en tout cas, voilà, tout est possible. Après, il faut avoir un peu un savoir-faire, effectivement.
Merci beaucoup, Bernard. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais malheureusement, il est 12h15. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui souhaitent continuer à échanger sur ce vaste sujet très motivant et vraiment, vraiment intéressant, à nous contacter. On se fera un plaisir de discuter avec vous de vos différents sujets et de comment les transformer de façon positive. Je remercie encore une fois grandement Bernard et Gabriel pour le temps et le travail qu'on a pu faire ensemble, qui était, comme l'a dit Chloé, vraiment très, très agréable. Et je vous souhaite à tous un bon déjeuner et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.